Pour commencer, pour bien comprendre la logique des crypto-monnaies, il faut remonter à leurs origines. La première crypto-monnaie, elle a été créée en 2009, c'est le Bitcoin. Elle a été créée par un utilisateur anonyme et son algorithme a été publié sur un forum. Le contexte est très important pour comprendre la démarche de la crypto-monnaie. On est en 2009, on est juste après la crise des subprimes, on a un chômage de masse aux États-Unis, on a des programmes de relance aux États-Unis qui vont faire exploser le déficit, et c'est à cette époque que le déficit est sur le point de dépasser les 1000 milliards de dollars. C'est vraiment un seuil psychologique important. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une espèce de croyance populaire que Oncle Sam, le gouvernement américain, pourrait faire faillite. Donc c'est vraiment une crise de confiance des institutions aux États-Unis et une crise de confiance dans la solvabilité du gouvernement américain et également du rôle du dollar dans le système monétaire international. C'est à ce moment-là qu'on va avoir des communautés qui vont se créer sur certains forums, sur certaines plateformes, avec toujours comme dénominateur commun la peur de voir le système monétaire actuel se déliter. Et elles vont chercher des alternatives pour les échanges et le paiement. Les crypto-monnaies, elles vont se baser sur un système décentralisé. On n'a pas de banque centrale et un cadre juridique et légal qui est relativement faible, même très faible. Par exemple, on ne peut pas être interdit bancaire sur le système Bitcoin. On peut toujours participer. Un point très important sur les crypto-monnaies, c'est qu'elles sont toujours dirigées et gérées par leur communauté. Donc on parle de régime décentralisé, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, chaque cryptocurrency, chaque crypto-monnaie va fonctionner comme un circuit fermé et va vivre au gré de l'activité de sa communauté. C'est vraiment un des points fondamentaux. Mais décentralisé ne veut pas dire sans règles ou avec un fonctionnement anarchique. Chaque crypto-monnaie est régie par un ensemble de règles inaliénables parce qu'elle est inscrite dans son algorithme source. C'est ce qu'on appelle son protocole. En fait, la validation, elle se base sur l'historique des transactions du système. Les mineurs, ils vont pouvoir constater l'état du compte émetteur à chaque instant et la possibilité de faire ce paiement va pouvoir être vérifiée en retraçant l'historique de tout ce qui a été fait et tout ce qui est en cours depuis la création de ce compte. L'accès à l'intégralité de toutes les transactions, c'est ce qu'on va, si c'est possible de le faire, puisque sur les crypto-monnaies, on a toujours ce principe d'open ledger. Dans le cas du Bitcoin, le Bitcoin Cash et le Bitcoin Unlimited, on a eu des désaccords au sein d'une communauté sur la taille des blocs, puisqu'en fait, c'est la taille des blocs qui conditionne l'acceptation maximale de 7 transactions par seconde. Donc la communauté s'est réunie et le but, ça a été de discuter, de pouvoir faire une modification. Le problème, c'est que la communauté n'a pas réussi à se mettre d'accord. Quand une communauté n'arrive pas à se mettre d'accord, il va se déclencher ce qu'on appelle un hard fork. Donc en fait, les communautés se scindent. La blockchain se scinde et les deux écosystèmes et les deux projets divergent. Ici, ces deux crypto-monnaies, elles sont très importantes. Elles regroupent les mêmes fonctionnalités que les crypto-monnaies classiques, mais elles se basent également sur le système des smart contracts. Smart contracts, donc comme son nom l'indique, c'est les contrats intelligents. Qu'est-ce que sont les contrats intelligents? Ce sont des protocoles informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent les clauses de certains contrats. Imaginons demain, on a une crypto-banque qui veut faire un prêt à la consommation et qui veut permettre à un individu d'acheter une voiture. Le contrat, il va être digitalisé. Et si le client, par exemple, rate un paiement, il peut être prévu une clause qu'en fait, la voiture va se bloquer automatiquement. On peut imaginer une fermeture électrique des portes et en fait, la personne ne peut plus accéder à sa voiture. Et donc, les banques centrales se sont dit, mais effectivement, nous, on pourrait effectivement créer des euros digitaux et ça va nous permettre, par exemple, d'avoir un bien plus grand contrôle sur les euros en circulation. Pourquoi c'est intéressant pour la Banque centrale? Parce que ça va bien évidemment lui permettre de lutter contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme parfois. Et surtout, aussi, ça a un autre avantage pour les gouvernements, puisque ça facilite concrètement le prélèvement des taxes si on arrive à identifier l'intégralité des transactions, puisque forcément, on lutte par exemple contre l'économie souterraine. Le projet Libra, en fait, c'est le projet de crypto-monnaie qui a été initié par Facebook. Il y a beaucoup d'entreprises et d'ONG qui ont rejoint le projet. Le but, c'est que ce soit géré par une fondation indépendante à but non lucratif. Le Libra, il sera gérable via une autre société qui s'appelle Novi, qui serait en fait une société qui permettrait de diffuser des portefeuilles virtuels. Donc, ils ont pris une orientation un tout petit peu différente, puisqu'ils se sont indexés sur des paniers de devises classiques, donc euros, dollars, francs. Le but du projet Libra, c'était de garder un cours stable. C'est ce qu'on appelle une stablecoin. C'est un projet de crypto-monnaie, mais qui ne fonctionne pas exactement de la même façon que les autres crypto-monnaies.
Ce type de devise indexée à des paniers de devises, peut-être que ça fait penser à certaines personnes un des éléments qui a été mis en place par le FMI, c'est-à-dire les droits de tirage spéciaux. Le Libra pourrait tout à fait être un projet qui aboutit, et on peut imaginer des types de couverture sur ce type de monnaie. Pourquoi? Puisqu'en fait, tout simplement, quand on parle crypto-monnaie, tout le monde pense tout de suite au Bitcoin. La plupart des instruments financiers, ce qu'on appelle des exchange traded funds, sont basés sur le Bitcoin. Donc, quand on veut se mettre à spéculer sur le Bitcoin, tout de suite, on va acheter ce type de produit. Enfin, quand on veut spéculer sur les crypto-monnaies, on va tout de suite chercher à acheter ces produits qui sont liés au Bitcoin. Donc, nécessairement, ça va toujours être le Bitcoin qui est le plus connu qui va profiter de ces évolutions de prix. Ensuite, l'Ethereum. Et parfois, effectivement, d'autres crypto-monnaies peuvent bouger, mais en général, elles sont fondamentalement décorrélées de ce type de mouvement. C'est des monnaies dont les crypto-monnaies dont les communautés sont beaucoup plus faibles et bien moins connues du grand public. Et c'est un petit peu effectivement toujours corrélé aussi au dollar index qu'on voit à droite. Quand le dollar commence à s'affaiblir, on a tout de suite l'or et le Bitcoin qui vont en profiter. On vous a remis aussi le graphique en bas de l'évolution du dollar contre le bolivar vénézuélien. Pourquoi est-ce que le gouvernement vénézuélien a voulu mettre en place une crypto-monnaie? On voit très bien, c'est l'effondrement massif de sa monnaie nationale. Quand une monnaie perd autant de valeur, il faut absolument trouver des systèmes alternatifs pour pouvoir continuer d'exercer et mettre en place des échanges sur un territoire. Et donc là, ça renforce l'argument qu'on disait tout à l'heure, les crypto-monnaies peuvent servir des États en situation délicate et précaire pour trouver une alternative à leur monnaie nationale. Enfin, pour finir et pour parler du cadre réglementaire et des perspectives en termes de couverture, tout simplement pour résumer, comme on l'a dit tout à l'heure, la spécificité des crypto-monnaies communautaires, c'est de ne pas avoir de cadre légal et réglementaire fort. C'est un petit peu la volonté du système et la volonté des communautés de s'auto-gérer. Ces communautés ne veulent pas rentrer dans un système qui est réglementé. Pour conclure avec le Libra, on en parlait tout à l'heure, le Libra devrait avoir un fonctionnement qui est très proche des droits de tirage spéciaux. On a des couvertures sur ce type de devise. Si ce type de projet venait à être agréé par des organismes internationaux, on peut tout à fait imaginer le Libra qui puisse entrer dans des cadres, réglementaires type ISDA pour avoir des couvertures. Mais encore une fois, le problème du Libra est probablement plus lié aux relations publiques qu'à son fonctionnement intrinsèque.